Bienvenue dans cet épisode. Avant de vous laisser dans l'échange, je voulais juste vous donner un petit peu de contexte. Je suis allée rencontrer François-Xavier Albertini, donc il se présentera lui-même juste après. On a parlé du corps, de son lieu de pratique qui s'appelle le Centre Chantizen et qui accueille aussi d'autres pratiquants, et de pas mal d'autres choses autour de l'esprit, de l'expérience et de la transmission. Vous pouvez retrouver plus d'infos en description parce que ça a été fait dans un cadre très précis qui est mon master en art de la scène. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais là, je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute à vous. Très brièvement, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre parcours et sur ce qui vous a amené à créer ce lieu? Disons que le parcours, on va peut-être partir d'un début, on va dire déjà de la pratique des arts martiaux de manière, je dirais, complètement anodine, c'est-à-dire d'une pratique qu'on va découvrir en étant enfant. Donc à l'âge de 7 ans, j'ai commencé la pratique du judo, simplement parce que je trouvais ça bien de faire ça, comme n'importe quel enfant qui va choisir un sport, football, basket. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai découvert le karaté qui m'a, disons, tout de suite interpellé. C'est-à-dire que le premier cours que j'ai fait, donc déjà je ne savais pas ce que c'était. Parce qu'en disant l'histoire exactement, c'est mon frère aîné qui m'avait dit « Oh, je pense que tu devrais aller voir le karaté, ça pourrait plus te correspondre. » Bon, est-ce qu'il avait été visionnaire? Je pense. Et en fin de compte, je suis allé faire du karaté sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Et dès qu'on a commencé le cours, le premier mouvement que j'ai fait, je ne pensais pas au grade, à rien du tout. Je me suis dit, un jour j'enseignerai. Ça a été la première pensée qui m'est venue. Et puis voilà, et puis j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 18 ans, le karaté, un style bien précis qui était le karaté Wadoryu, mais ça causera plus aux spécialistes, tout en ayant l'occasion de travailler sur d'autres styles, le karaté Shotokan, mais ça en parallèle parce que je connaissais des gens, et puis un style qui est très peu pratiqué en France, qui est le karaté Genzeryu, mais je vous parle de ça dans les années 70, qui est toujours pas un style très développé, mais voilà, c'est pour vous expliquer mon parcours. Et puis, pendant tout ce laps de temps, j'ai connu des gens de l'aïkido, de la boxe anglaise, de la boxe française, enfin voilà. Même si mon parcours a été très orienté sur le karaté, j'avais des échanges avec différentes personnes. Et puis, à 18 ans, je découvre le Shorinji Kempo, pas par hasard, mais l'histoire serait encore très très longue. Donc voilà, disons que ce que j'attendais du karaté et de ce qu'on nous proposait, je dirais, d'un point de vue publicitaire, promotion, je dois dire qu'il y a des choses que je ne retrouvais pas. Et là, dans le Shorinji Kempo, oui, j'ai retrouvé cet aspect complètement lié de la partie théorique philosophique à la partie technique. En plus, techniquement, physiquement, ça m'a beaucoup mieux correspondu dans ce que j'étais. Donc j'ai commencé ça à 18 ans et à 28 ans, j'ai commencé à enseigner. Ça, c'est ce qui concerne toujours la partie des arts martiaux. J'ai ouvert un dojo en région parisienne qui, cette année, ça fera 40 ans, donc cette année, 40 ans que j'enseigne. Et puis, très vite, pareil, dans mon jeune âge, vers 21, 22 ans, j'avais l'intention d'avoir mon dojo à moi. Et toujours pareil, des situations qui ne sont pas prévues vous amènent un jour à se dire on va faire ça. Donc c'était en 2008 avec mon épouse, parce que faut savoir que tout ce projet est quand même lié à ce qu'elle fait elle, à sa pratique. Et en 2008, il était 10h du matin. On ne savait pas qu'on allait vendre la maison où on était. Et à 10h10, la décision était prise. Pareil, sur un concours de circonstances, nos enfants avaient grandi, ils n'étaient plus à la maison. Enfin, on n'en avait qu'un, mais qui était un adolescent. Et les maisons qui se revendaient autour, les gens venaient avec des plus jeunes enfants. Et tous ceux qui étaient là avant nous, c'est pareil, leurs enfants avaient grandi, donc il n'y avait plus de petits autour. Et puis en fait, on retrouvait, je dirais, une ambiance un petit peu bruyante qu'on avait quittée. Plus de 15 ans après, on s'est dit, elle m'a dit, oh, on va pas passer encore des étés comme ça. J'ai dit, écoute, c'est simple, si tu veux, on vend et on fait ce projet dont on avait déjà parlé, mais très rapidement. Elle m'a dit, d'accord.
Et en 2008, on fait ça. En 2009, on arrive ici. Et en 2010, eh ben, tout était construit pour démarrer nos activités ici. Arriver dans cette région est une région totalement inconnue pour nous, hein. On cherchait, et on ne voulait pas rester sur la région parisienne. On cherchait, c'était vraiment, voilà, c'est ici que tout s'est le mieux présenté. Bon, comme je vous dis, il y a tout un tas de détails que je ne peux pas raconter parce que ça ferait une interview beaucoup trop longue, on dépasserait les choses, mais voilà, on est tombés déjà d'accord tous les deux sur l'endroit et le lieu sans connaître. C'est-à-dire que Gien, on ne savait même pas où c'était. C'est pour vous dire, donc quand on est arrivé là, c'était vraiment en terre inconnue. Et puis, ce qui s'est passé, on a aménagé en août 2009 et en septembre 2010, donc le temps de faire la construction, on a commencé les cours. Donc, à savoir que, donc, il y avait des cours de Shorinji Kempo, bien sûr. Il y avait des cours de yoga parce que ma femme enseignait le yoga, elle le pratique toujours, mais elle l'enseignait pendant 23 ans, donc 13 ans ici. Et elle a décidé d'arrêter parce qu'elle avait des activités, pas annexes, mais liées au centre et qui commençaient à lui prendre du temps un peu plus. Et c'était, voilà, il fallait faire un choix de gérer ça. Et elle l'a fait. Et moi, parallèlement à ça, je pratiquais et je pratique. Je suis praticien en shiatsu, auquel j'ai aussi formé des praticiens en shiatsu. Et donc, je suis thérapeute de fait. Et aussi, ma pratique m'amène à intervenir en service d'oncologie à la clinique de Gien, en soins de support, pour une association qui s'appelle les Roses de Jeanne. Donc voilà un petit peu comment ça se construit. Et donc, à travers ça, on a continué à développer ce qu'on faisait là. Donc ça fait maintenant 16 ans. Ma femme, qui était consultante en relation d'aide, consulte en relation d'aide. Elle est aussi numérologue, donc chose qu'elle pratique toujours. Et elle a formé des gens aussi en tant que consultante en relation d'aide, donc ce qu'on attribue très souvent, ce qui n'est pas faux, mais au développement personnel. Mais le développement personnel est un terme, je dirais, un petit peu galvaudé. Mais vraiment, sa fonction, c'est consultante en relation d'aide. Voilà, donc ça, c'est pas de la psychothérapie comme on l'entend, mais ça a une action très intéressante et vraiment de très très grande valeur pour les gens qui ont l'occasion de pratiquer ça. En revenant un petit peu sur le Shorinji Kempo, en fait, ici, je donne des cours. Je reçois une fois par mois des enseignants qui viennent de France, de Navarre et même de l'étranger, comme on dit, pour des formations permanentes. Les professeurs, les assistants sont formés en permanence. Ça, c'est ce qu'est cette pratique-là. Et puis, depuis quelques temps, depuis plus de 5 ans maintenant, j'ai introduit une pratique, ça s'est lié au moment, on va dire, du Covid, qui est le Rin-Tai-So, qui est en fin de compte une pratique, je dirais, gymnique, basée sur des exercices de yoga dans le sens postural, mais qui n'est pas du yoga, qui est lié à la relation que le corps et l'esprit vont avoir avec les 5 éléments en médecine chinoise, donc les postures qui vont avoir une relation directe avec les organes du corps, sans parler du côté simplement musculaire, articulaire et osseux, mais les organes. Et puis, je dirais, la partie énergétique. Donc, en fin de compte, les 5 éléments sont basés sur une relation des organes et des tissus. Et bien sûr, des tissus aux émotions, parce que chaque organe, chaque tissu est lié donc à une émotion. Donc, les postures qu'on va pratiquer sont d'abord faites pour nous faire rentrer d'une certaine manière en relation avec ce que l'on est, ce qui nous bloque et ce qui nous gêne. Alors vous pourrez me dire, on va retrouver ça dans le yoga, on va le retrouver dans le pilate. Oui, c'est comme les arts martiaux. Il y a des gens qui vont être très bien à faire du judo et pas autre chose, et d'autres qui vont être très bien à faire du karaté de ce style et pas un autre style, et pareil en aikido, et pareil en boxe, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que tout a de la valeur, mais cette valeur, on ne va pas tous y adhérer parce qu'une autre manière de pratiquer va mieux nous correspondre. Donc tout ça pour dire, il n'y a rien qui est meilleur que quoi que ce soit, il y a simplement, est-ce qu'intérieurement ça nous fait vibrer? Si ça nous fait vibrer, c'est la bonne méthode. Si on ne vibre pas, ce n'est pas la bonne méthode. Donc tout ça pour rentrer dans ce domaine un peu plus précis, ce n'est pas simplement d'avoir une pratique qui est bonne pour la santé, mais est-ce qu'elle est bonne pour notre santé à nous?
C'est surtout ça. Parce que bonne pour la santé, ça n'a pas grand sens. Euh, Sans aller plus loin, parce qu'on développera peut-être ça différemment tout à l'heure, mais comme l'alimentation, les gens disent qu'il faut être végétarien. Enfin, je vais vous dire, c'est totalement faux. Le végétarisme ne correspond pas à tout le monde. Donc même si le végétarisme peut être une bonne chose, ce n'est pas la panacée de la santé. Voilà. Donc il faut en fin de compte à chaque fois avoir des mesures sur ce genre de choses dans nos pratiques. Donc si vous voulez, voilà un tout petit peu l'historique, comment on en est arrivé voilà, à ouvrir ce centre et tout ce que l'on peut proposer donc à l'intérieur. Vous avez avec votre femme eu un projet en tête. Est-ce que c'était clair directement ou vous avez dû après en reparler? Ah non, c'était très clair. C'était clair. La seule chose qui manquait, c'était où est-ce qu'on allait le faire, comment on allait le faire. Alors on était parti sur d'autres régions de France et très bizarrement, comme quoi les choses, lorsqu'elles s'alignent, ça nous a amenés ici. Et en fin de compte, c'est le meilleur compromis parce que les gens qui viennent de régions parisiennes sont toujours à contretemps pour venir et pour rentrer. Les gens qui viennent du sud, du sud-ouest ou autre, ou de l'ouest de la France et ainsi de suite, n'ont pas besoin de monter sur Paris. Donc en fin de compte, en étant au centre ici, très bizarrement, on est l'emplacement le plus pratique en fait. Ça a été, on se serait retrouvé au nord de Paris, même à 100-150 km de Paris. C'est plus compliqué pour se déplacer, ne serait-ce qu'en véhicule, ne serait-ce que faire 200 km en voiture, il n'y a pas besoin de prendre l'avion. Mais s'il faut dépasser Paris pour remonter 150 km plus haut, c'est plus complexe. Donc, non, ça, c'était très clair. Est-ce que le lieu a changé depuis ses débuts de création? Peut-être physiquement ou... Des aménagements ont été faits et d'autres sont à venir, mais dans l'ensemble, non, la salle, le lieu de pratique en lui-même, non, on avait tout fait pour que ça soit opérationnel tel que c'est là. Après, bon, je vais vous dire, il y a eu des aménagements qui peuvent être pas un vrai aménagement, mais par exemple, un écran de télévision par le fait qu'il a fallu travailler à distance à un moment donné, cette période qu'on a tous bien connue. Donc ça a amené ce genre de matériel. Et puis des aménagements extérieurs, mais en soi, non, ça n'a pas... Voilà, le lieu est comme il était au début, quoi. Les gens qui viennent ici, ça a évolué, j'imagine, vu qu'il y a eu le Rintaïso aussi, après? Alors, oui, ça a évolué. Ça a évolué dans le sens que quand vous démarrez une pratique, vous proposez quelque chose, il y a toujours les curieux qui viennent, ce qui est tout à fait normal. Donc les gens viennent, et puis là-dedans, ça brasse une population de gens qui viennent pour découvrir ce qui s'y passe. Et puis ils s'aperçoivent, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Et puis là-dessus, vous avez les gens qui viennent, qui sont vraiment, qui savent ce qu'ils recherchent et qui arrivent ici en connaissance de cause. Donc ils ne vous connaissent pas, mais ils savent ce qu'ils recherchent, parce que ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont pu voir après, correspondait à ça. Après, en manière de public, si on peut parler de ça comme ça, la moyenne d'âge est quand même des gens d'âge mûr, c'est-à-dire que les plus jeunes ont une vingtaine d'années, mais je dirais qu'en moyenne, les gens ont 40 ans, 40 ans et plus dans toutes les disciplines confondues. Après les consultations en shiatsu, là par contre le spectre est très large parce que je vois les gens pour différentes problématiques et mon épouse en relation d'aide aussi, elle voit des gens, elle reçoit des gens avec des âges totalement différents. Là comme on est dans la thérapeutique, on n'est pas on est dans des choses beaucoup plus vastes parce que les problématiques de santé ou autres, quels qu'ils soient, tout le monde peut y être touché, quoi. Comment avez-vous pensé l'aménagement du lieu? Donc le centre s'appelle Centre Chantizen. Alors il faut savoir que Chantizen, c'est un néologisme. Alors j'ai vu que ce nom existait aussi de par ailleurs, mais en fin de compte, je dirais qu'on l'a inventé sans savoir. Shanti en indien, en sanskrit, en fin de compte, c'est la paix de l'âme. Zen en japonais, c'est l'esprit. Très souvent, le zen, on l'attribue à la notion de
méditation. Alors je vais faire une petite parenthèse là-dessus, et ça pourrait intéresser des gens qui s'intéressent à ce sujet. En fait, en japonais, on utilise pour le terme esprit deux mots, et vous allez voir pourquoi donc Shantizen. Shin, qui est l'esprit émotionnel, et Zen, qui est l'esprit d'action. Et tant que notre esprit émotionnel n'a pas été maîtrisé, l'action ne peut pas avoir lieu. Donc tout ce qui est lié à l'émotion, la peur, la joie, enfin et surtout la peur, le stress, ne pourra pas vous faire avoir une action juste. Donc en fin de compte, il faut maîtriser son esprit émotionnel pour rentrer dans l'esprit actif. Donc les gens qui vont faire de la méditation, donc du zazen, za de zalei assis, qui veut dire méditation assise, tant que leur esprit sera toujours perturbé de choses, méditer va être quelque chose de très difficile pour eux, parce qu'ils seront toujours dans l'émotion et dans la spéculation mentale. Donc, Shantizen, en fin de compte, correspondait à cette notion d'action, de stabilité mentale par la paix de l'esprit. Voilà pourquoi on a donné ce nom de centre Shantizen. Parce qu'on réunissait plusieurs catégories de pratiques liées à nos orientations personnelles à chacun, nos orientations, on va dire, géographiques, l'Inde et le Japon. Ensuite, la disposition, alors ça maintenant c'est un mot qui est devenu très commun quand on va pratiquer dans une salle d'arts martiaux ou des choses comme ça, peu importe. Les gens disent on va dans un dojo, et j'ai même vu des gens qui pratiquaient du yoga dans des dojos, et ils disent on va au dojo. Et en fin de compte, ce terme dojo n'appartient, pour moi maintenant, n'appartient plus au langage japonais. Do, c'est la voix, jo, c'est le lieu. Donc c'est le lieu où on étudie la voix. Le dojo, c'est le lieu où on étudie la voix. Et en fin de compte, ce terme est devenu une appropriation, je dirais, de la pratique spirituelle et philosophique. Quand on va dans un dojo, on va étudier la voix, et notamment sa voix, sa recherche personnelle. Voilà, donc le centre Shantizen, qui est la bâtisse en lui-même, avec nos différentes activités, se fait donc dans un dojo. Et donc le dojo, l'orientation du dojo n'est pas faite n'importe comment, de la manière dont on l'a construit. Alors ça, c'est pareil, je dis ça pour un petit peu les puristes ou ceux qui s'intéressent ou qui connaissent, mais les dojos, normalement au Japon, dans le zen, parce que tout ça vient du zen au départ, ce qu'on appelle le shomen, c'est-à-dire la face principale du dojo, se trouve toujours en face de la porte par laquelle on va entrer, ou à la gauche. Donc là, il est face à l'entrée. Et les ouvertures, fenêtres et autres doivent toujours se trouver, le soleil doit toujours se trouver de l'est vers l'ouest. Donc en fin de compte, le shomen est en direction du nord. Mais toujours pour la petite histoire, il est en direction du nord quand nous on rentre par la partie sud, on est bien d'accord. Mais en fin de compte, quand on rentre par la partie sud, on fait face au nord. Et quand on tourne le dos au nord, où on était au shomen, on regarde le sud. Donc le sud se trouve au shomen, parce que le shomen regarde le sud. Ça, c'est un petit peu technique, mais voilà, c'est comme ça. Le soleil se lève à l'est, oui, mais en fin de compte, le dojo, il aurait fallu le construire un petit peu plus dans cette diagonale. Donc là, les gens dans le podcast ne peuvent pas le voir, mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, parce que l'est est là. Mais vu comment est le terrain, vu que la longueur du terrain, on ne peut pas construire une maison en diagonale dans un terrain carré ou rectangulaire. Il est toujours dans un des sens, la longueur ou la largeur du terrain. Voilà. Donc, ceci étant, on voit quand même le soleil se lever par le côté est et il vient se coucher par le côté ouest. Et c'est pour ça qu'il y a deux grandes baies vitrées, puis pour d'autres raisons qui correspondent à l'est et à l'ouest dans la salle. Donc en fin de compte, il y a, je dirais pas simplement, il y a une symbolique, mais pas que, mais il y a une symbolique de la construction. Un dojo a un sens, je dirais, symbolique. Est-ce qu'il y a des objets qui sont pensés pour ce lieu ? Oui. Tous les objets qui sont dans le dojo sont pensés pour le lieu. Et vous pouvez donner des exemples d'objets importants pour vous dans cet espace ? Justement, ce qu'on appelle le shomen, donc ce qui va représenter le dojo et la discipline, donc qui est mis au mur en face, et puis deux calligraphies qui sont importantes, qui représentent la base, l'union du corps et de l'esprit, et la force et l'amour sont inséparables. C'est-à-dire que ces deux choses-là représentent la base d'étude, et puis aussi deux choses qu'on verra en photo qui sont
qui sont le texte fondateur, je dirais, de la discipline que les pratiquants récitent ou répètent lors des cours. J'ai vu que vous étiez le seul lieu, en France en tout cas, à rassembler ces 3 disciplines. Et du coup, qu'est-ce que ce lieu permet selon vous que d'autres lieux ne permettent pas? Alors, si on parle du Shorinji Kempo, il y en a de par ailleurs. Hein, voilà. Concernant le Rin Taiso, alors là, je vais essayer d'être clair, concis et rapide. En fin de compte, le Rin Taiso est né d'une recherche totalement personnelle. C'est-à-dire que dans ma pratique des arts martiaux, d'ailleurs vous l'avez vu Oui. le manuel. Donc en fin de compte, bon maintenant il a quelques années, hein, parce que quand j'explique ça, ce manuel maintenant a 7-8 ans, même si ça c'est la 2e édition. En fin de compte, quand j'explique ça, c'est que moi dans ma pratique, dès l'âge de 13-14 ans dans les arts martiaux, j'étais pas satisfait de la pratique, de la préparation physique avant les cours. C'est pas parce qu'on nous faisait faire des assouplissements, de la musculation. Je trouvais que c'est, comment dire, bon, on pratique le karaté et puis on va faire des exercices physiques pour s'échauffer. Mais je dirais, on n'est pas des athlètes, dans le sens que en athlétisme, ils ont des exercices vraiment très très spécifiques, très bien pensés pour ça. Mais après, beaucoup d'autres sports, il a fallu faire des exercices de préparation physique, mais sauter, faire des écarts, s'accouplir, tourner les épaules, tourner les genoux, mais en fin de compte, bon, il n'y a rien de bien particulier à ça. Donc je trouve que c'est des choses qui sont additionnées, mais on l'a fait comme ça. Donc moi, très très tôt, ça m'a interpellé. Et donc vers l'âge de 13-14 ans, ça me déplaisait. La première fois que j'ai ouvert un livre de yoga, justement, j'avais 15 ans. Et ça s'appelait « Qu'est-ce que le yoga ?» Et c'était un livre avec une couverture jaune et des figurines de couleur violette. Il y en avait 2-3 violettes, rouge. Et j'ouvre et c'était que des dessins de postures de yoga. Et j'ai trouvé ça, je dis, ah bah tiens, ça a l'air intéressant. Mais ça m'a pas interpellé plus que ça. Et puis tout en continuant, j'ai pratiqué la gymnastique suédoise, qui propose vraiment alors eux, ils proposaient vraiment des exercices d'étirement spécifiques. J'ai encore des documents d'ailleurs là-dessus, sur les sports, par exemple pour les arts martiaux, pour le rugby, pour le tennis, voilà. Beaucoup travaillé sur les parties tendino-musculaires. Je trouvais ça très intéressant, mais bon, ça ne faisait que commencer à attiser mon avancée sur le sujet. J'ai travaillé le stretching. J'ai vu le développement de l'aérobic avec Véronique et Davina. J'ai vu leur premier cours, si je me souviens bien, c'était rue de la Pompe dans les années 80, dans le 16e arrondissement. Donc j'ai vu toutes ces choses-là se développer et ça amenait une autre vue, même pour la pratique athlétique pour les gens. Et puis le yoga, c'était toujours de côté. Et ma femme, qui pratique le yoga depuis maintenant 45 ans, hein, elle s'est mise à faire du yoga et donc elle a passé un diplôme et ainsi de suite. Donc j'ai suivi son parcours. Et à un moment donné, elle est rentrée dans une école spécifique qui est le yoga Iyengar. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah voilà, c'est ça qui m'intéresse. Là, il y a quelque chose qui, dans la partie physique, pratique, posturale, me correspond. Et donc, j'ai eu l'occasion de pratiquer avec elle, de faire des stages, on a été à des stages ensemble, de rencontrer des personnes même plus que compétentes dans le domaine, en avançant comme ça, et avec ma pratique du shiatsu, et la relation des organes, des tissus, des choses comme ça, comment on va avancer. Et donc, en fin de compte, le Rin Taiso est né sur cette base-là de l'alliance des pratiques posturales de yoga liées au concept, je dirais, des 5 éléments en médecine chinoise. Donc c'est pour ça que, par exemple, toutes les postures debout et d'équilibre, ceux qui connaissent son yoga, sont liées à l'élément bois, c'est-à-dire à l'élément élévateur. Et on va travailler sur tendino-musculaire, muscles et tendons. L'hiver, on va travailler sur les parties de gainage. D'accord ? Donc là, on va renforcer le système osseux. Et on va travailler sur rein, vessie. Au printemps, bien sûr, c'est poumon, gros intestin. Voilà. Et donc, les postures sont par groupe liées à cette chose-là. Donc, au départ, le Rin Taiso ne faisait partie que d'exercices liés aux gens qui pratiquaient le Shorinji Kempo. Donc, j'avais pas du tout l'intention de diffuser ça, d'enseigner ça. Il y avait que dans la pratique, et d'ailleurs, les ceintures noires, lorsque les gens passent des examens de grade, premier dan, deuxième dan, troisième dan,
ils doivent présenter des exercices de Taiso, c'est-à-dire que tous les gens qui pratiquent dans mon école de Shorin Kempo en France et à l'étranger, tous les professeurs connaissent le Rin Taiso, c'est notre forme de préparation physique à notre pratique. Et en plus de ça, la spécificité, c'est qu'on travaille des blocs d'exercices par saison. Alors on va faire un peu simple, on va dire par tranche de 2 mois. Ce qui permet, par exemple, en hiver, pas la période où on est le plus souple et où il faut perdre du temps à vouloir étirer ses muscles. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que demandent les muscles physiquement à cette période de l'année. Donc on va aller sur des travaux de renforcement. Par contre, en été, on va travailler beaucoup sur la dynamique, donc sur de la musculation dynamique. On va dire avant la période d'été. Et il y a une période dans l'année où on va tout travailler. Je simplifie un tout petit peu. Et ceci étant, s'intéresser. Et puis, un sujet en amenant un autre. Un jour, on m'a demandé si je voudrais faire un atelier. Et puis, j'ai fait. Et puis s'intéresser des gens. Et c'est comme ça que les cours sont nés. Mais ce n'est pas encore en développement extérieurement. Mais j'ai des gens qui ont pratiqué le yoga, qui ont pratiqué ou qui enseignent encore le fitness ou des choses comme ça, et qui viennent pratiquer pour comprendre un petit peu mieux certains fonctionnements du corps dans son ensemble, et pas simplement faire des postures pour faire des postures et faire de l'athlétisme du corps pour faire de l'athlétisme. Donc voilà, donc ça pour dire, ça fait 7-8 ans maintenant, 7 ans maintenant, oui, pratiquement, oui, c'était un petit peu avant 2020, oui. Non, c'est ça, 2000, oui, c'est ça, si, un petit, juste après le Covid, j'ai des bêtises. Qu'on a commencé les cours, mais la pratique en elle-même, ça fait déjà plus longtemps que ça fait à peu près une 12aine d'années que je fais ça avec les élèves, mais quand je dis, il m'a fallu 20 ans pour monter ça, c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai travaillé tout seul à monter déjà les enchaînements, la réflexion du sujet, tester tout ça. Donc ça fait, voilà, c'est une méthode qui est construite, claire, précise, qui n'est pas finie, parce qu'un produit fini, c'est jamais bon, mais je veux dire par là que ce n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que quand c'est arrivé, que j'ai commencé à donner les cours, les choses étaient établies. Après 20 ans de travail et pratiquement une dizaine d'années de travail, rien que dans les cours de Kempo. Voilà ce qu'on peut dire sur le Rin Taiso de manière assez claire. Du coup, les 3 pratiques, enfin les services, je ne sais pas si du shiatsu, on peut l'appeler comme pratique. Alors, c'est plutôt un... Bon, les 3 services, on va dire que vous disons, on proposez. peut, voilà, alors, comme pratique. Alors, moi, c'est à partir de cette année, j'ai mis en place des ateliers de shiatsu de bien-être et familial. C'est-à-dire pour permettre aux gens de venir étudier le shiatsu, mais dans des buts simplement, je dirais, d'échange privé, familial, sans côté thérapeutique. Donc oui, ça peut être une pratique qu'on va apprendre de manière très simple. Après, si on veut être praticien, il y a des formations qui durent 3-4 ans. Donc ça, c'est autre chose. Mais disons que là, le shiatsu, on va plutôt parler de services de soins thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on va faire du shiatsu thérapeutique. Donc on n'est pas dans simplement une pratique athlétique ou physique, mais les gens vont venir pour des vraies problématiques de santé, quoi. Ok. Ces 3 pratiques services, oui. Qu'est-ce qu'elles disent selon vous de l'esprit ou de l'ambiance du lieu ? C'est-à-dire ? Quand on arrive dans ce lieu, qu'est-ce qu'on ressent des valeurs ou de... Alors ça, moi, je ne peux pas vous le dire. Il faut le demander à ceux qui viennent. Bah, je demanderai. Ça, ouais, c'est difficile. La chose que je peux dire là-dessus, c'est que quand on rentre dans un lieu comme celui-ci, c'est pour aussi mettre de côté les choses de l'extérieur. C'est-à-dire que déjà, on va, pendant un laps de temps, s'octroyer un temps pour soi, et peut-être que le fait de se ressourcer va nous permettre d'appréhender les choses extérieures de manière différente. Mais ce que les gens ressentent en venant ici, il n'y a que ceux qui viennent qui peuvent le dire. Moi, je sais ce que j'y fais, je sais ce que je ressens. Mais ça, c'est mon lieu, donc c'est totalement différent. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants liés à peut-être des personnes ici ou des interventions ou... Ce qui me marque d'un point de vue général, parce que je crois que je vais le mettre d'un point de vue général, c'est les gens qui sont venus pratiquer, par exemple, que ça soit le Rin Taiso. Le shiatsu, c'est un petit peu différent parce que les gens viennent pour des soins.
Donc, il y a que ça marche, il y a que ça marche bien, ou que les résultats sont pas spécialement, oui, à l'attente qu'ils avaient, ou que moi je pensais qu'ils auraient mieux réagi, c'est-à-dire d'un point de vue du bien-être. Mais ça, c'est le propre du soin. Ça, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas émettre de valeur là-dessus. Par contre, concernant le Rintaïsa ou le Kempo, c'est les gens qui arrivaient avec peu de confiance en eux, avec des capacités réduites, où ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire et qu'en fin de compte, après plusieurs mois, et même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup plus de valeur et de capacité, aussi bien physique que mentale. Et ça, moi, c'est ce qui me marque le plus, sans prendre un cas particulier. Et d'ailleurs, moi, c'est, comme je dis très souvent, les gens doués ne m'intéressent pas parce qu'ils vont arriver à fonctionner. Quand je dis m'intéressent pas, il faut comprendre. C'est-à-dire que si je prends la pratique des arts martiaux, il est vrai qu'une démonstration faite par des gens qui techniquement et physiquement sont au point, le public, ça va leur parler. Mais quelqu'un qui a du mal et qui arrive à progresser, lui va plus me parler en tant que personne. Mais il est vrai qu'avant qu'il prenne la place ou qu'il soit à côté de ceux qui sont très doués, il lui faudra beaucoup plus de temps. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire et où on va mettre les gens dans la pratique. Donc c'est pour ça que je dis les gens qui sont doués ne m'intéressent pas et en même temps c'est pas exact, c'est par rapport à ça. Donc moi c'est surtout ça qui me marque, oui, les gens qui avaient un manque de confiance, des difficultés physiques à pratiquer et qui s'aperçoivent qu'en fin de compte, et puis l'âge, oui mais j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ça c'est pas un problème, ça vous verrez. On s'en fiche de l'âge, ça finira toujours par fonctionner. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a toujours cultivé ou culturé, ça peut aller dans les deux sens. À tel âge c'est comme ça, à partir de tel âge c'est comme ça, et puis maintenant après ça c'est plus de ton âge. Oui, c'est peut-être possible. Mais on peut prendre un exemple très simple. On a pensé pendant très longtemps que, on va dire le miles, hein, donc les 1,6 km, ne pouvait pas être couru en moins de 5 minutes. Et puis un jour, il y a un homme qui a réussi. C'était la porte ouverte. Un autre exemple, le marathon. On pensait que lorsqu'on arriverait à peu près à 2 heures, 7 minutes, j'ai plus le temps exact, on serait à 20 km/h, 3 minutes au kilomètre. C'était le nec plus ultra. Un jour, quelqu'un l'a fait. Dans la tête de tous les marathoniens professionnels, la donne a changé. Maintenant, le meilleur niveau se situe aux alentours, on ne parle pas du record du monde, hein, mais en 2h02, 2h03. C'est-à-dire qu'un très bon marathonien qui a 2h07, 2h08, sur les plus grands marathons du monde, il ne peut pas s'aligner, il ne gagnera pas. Enfin, il peut pas. Si, il s'alignera, mais il ne sera pas dans les 5-6 premiers, avec 2h07 au marathon, même 2h06, ce qui est carrément incroyable, quoi. Donc ça veut dire que c'est simplement notre esprit qui limite ce qu'on va faire. À partir du moment où on passe une barrière, et on peut le voir dans plein d'autres domaines, hein, mais dans le domaine physique, à partir du moment où quelqu'un franchit une barrière, voilà. Après, on peut prendre l'exemple du saut à la perche. Pour ceux qui connaissent, avec Sergueï Boubka, on pensait qu'on avait, quand il avait franchi les 6 mètres, que c'était le Graal. D'autres derrière lui l'ont franchi. Puis là, il y a un petit jeune, là, Arnaud Duplantis, 24 ans, qui en est déjà à son 14e record du monde et qui a 6 mètres 20, et il n'a pas fini. Donc en fin de compte, rien ne nous limite. C'est simplement notre pensée, notre esprit qui va nous limiter. Donc l'âge n'a rien à voir, et voilà pourquoi, moi c'est ça qui m'interpelle et qui me surprend tout le temps, c'est les gens qui arrivent à avancer, et moi je suis content pour ça. Quand vous intervenez ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment de représenter ce lieu? Par exemple, quand vous êtes dans l'association Les Roses des Jeannes. Les Roses de Jeanne, oui. Est-ce que vous avez l'impression de représenter ce lieu et que vous représentez ce lieu? Oui, d'une certaine manière. Et puis en revenant, quand même, il faut savoir que le centre, quand on a ouvert donc en 2010, où donc on proposait du shiatsu, de la relation d'aide, du yoga, du kempo, on était, à notre connaissance, vraiment sur le Giennois, le seul centre privé à fonctionner comme ça. Et à l'heure actuelle, il y a des cours, il y a tout un tas de choses, il y a des salles de fitness, tout ça qui se sont développées, mais
proposer ce qu'on propose là sur le Giennois, plusieurs activités comme ça, à ma connaissance, il n'y en a pas. Non, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. J'ai pas trouvé non plus. Ouais. C'est ça qui est Voilà, formidable. donc oui, donc bien sûr. Et d'ailleurs, les Roses de Jeanne mettent ça aussi en avant, quoi. Que oui, le shiatsu, François-Xavier Albertini, du centre Chantizen. Donc on représente, oui, le lieu incontournablement. Comment vous existez en dehors de ces murs-là, donc par le biais de cette association-là, mais est-ce que vous faites des stages ailleurs sur Paris, peut-être? Paris, à l'étranger aussi, en Italie, en Angleterre, dans d'autres régions de France. Oui, je me déplace dans d'autres lieux. Ouais. Et du coup, vous faites des cours pour les enseignants des fois? Alors, les cours pour les enseignants, c'est une fois par mois ici. Ok, que ici. Voilà, Ok. ça c'est ici. Après, les stages, oui, incontournablement, il y a aussi des enseignants, mais il y a aussi les élèves de ces enseignants et de différents clubs qui viennent à ces stages. Qu'est-ce qui vous semblerait important de garder comme trace de ce lieu? Par exemple, si ce lieu, il disparaît, quelle est la seule chose qui doit rester là? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, ce lieu disparaît? Je sais pas, dans 50 ans ou dans 100 ans, il n'y a plus de traces de ce lieu à part une seule trace. Ben, il n'y en aura plus. Alors, ça, c'est un sujet qui est assez intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'un lieu ou une personne ou une discipline va continuer à exister? C'est ceux qui vont la prolonger. C'est cette seule chose-là, en fin de compte, l'enseignement. Mais en même temps, ça ne peut plus être comme au départ. Ça s'est modifié dans le temps. C'est pour ça que moi je fais partie de ces gens, quand on dit oui mais avant c'était mieux, avant c'était comme ça. Non, avant c'était pas mieux, c'était comme c'était. On va reprendre, mis à part le fait qu'il y a toujours 4 roues en volant, mais de trouver que dans les années 50, les voitures c'était autre chose que maintenant parce qu'on conduisait vraiment. Je voudrais bien remettre les gens de maintenant qui sont amoureux de ce passé, même des années 70, les remettre dans les voitures des années 70 et savoir s'il fera autant de route qu'avec les véhicules de maintenant. Donc il ne faut pas avoir de la nostalgie du temps passé. Pour moi, je trouve ça totalement stupide. C'est que ça existait, mais on n'avait pas d'autres références. Donc, c'était comme ça. Et puis d'autres choses se sont avancées, et je vous parle des années 70, mais imaginez les gens des années 50, et puis les premières voitures dans les années 1900. Je veux dire, on peut pas revenir en arrière en pensant qu'avant c'était mieux. Avant, c'était pas mieux, c'était ce que c'était. Donc, dans le futur, le lieu disparaît, et ce qui perdurera, ça va être ceux qui continuera dans les 50 et les 100 années, mais ça aura changé. Et j'espère que ça aura changé. Parce que si les gens continuent à faire exactement, stricto sensus, ce que nous on a fait, ça veut dire que personne n'a réfléchi pour faire évoluer le produit. Voilà. Donc, ce qui restera, ça sera à ceux qui le feront, je sais pas. Si, c'est une réponse. Et la dernière question, si ce lieu devait être résumé pour une seule idée ou sensation, laquelle serait-ce? Disons que le nom que vous voyez sur le fronton du centre, c'est un espace pour le corps et l'esprit. Voilà, je crois que ça résume ça, et chacun vient y chercher ce qu'il a besoin et vient y trouver ce qui va lui correspondre. En fin de compte, c'est quand même vraiment très, très personnel, très individuel, nos recherches à tous. C'est pour ça que si je vous dis, en développant un peu, qu'est-ce que va nous apporter les pratiques qu'on va trouver ici? Plus de force physique, plus de souplesse, plus d'équilibre, peut-être une meilleure santé, peut-être une prise de conscience de comment mieux manger, peut-être une prise de conscience des relations avec autrui. Ça va nous donner peut-être à devenir moins nerveux, à devenir plus patient, à être plus souple, à être plus compréhensif. Ouais, c'est beaucoup de qualités ça, mais rien ne le garantit. Il ne peut pas vous le garantir, c'est votre travail à vous. Donc quand on dit que telle pratique amène toutes ces valeurs-là, non, ces valeurs-là sont dans la pratique. Mais c'est vous qui allez les mettre en place, c'est pas la pratique.
Donc les gens qui pensent parce qu'ils pratiquent le yoga, parce qu'ils pratiquent les arts martiaux, parce qu'ils pratiquent le shiatsu par exemple, même en tant que thérapeute ou autre, ou qui reçoivent des soins shiatsu, ils vont avoir une meilleure santé, ils vont se sentir mieux. Voilà, c'est totalement faux. C'est comment ils conscientisent leur pratique. Donc je parle de ça parce que faites de la méditation, ça va vous calmer. Faites du yoga, ça va vous détendre. C'est totalement faux. Non, ça vous détendra pas. C'est comment vous êtes conscient dans votre pratique. Si vous n'avez pas de conscience de votre pratique, vous pouvez pratiquer. Hein. Votre condition ne changera jamais. Hein. Votre condition ne changera jamais. Voilà, donc voilà, il y a tout ça, mais rien n'est garanti. C'est soi-même qui garantissons la qualité de notre approche. Eh ben, j'ai plus de questions, mais si vous avez des choses à rajouter. Non, je crois que oui, non, on a bien résumé. On a bien résumé. Non, non, c'est non, j'ai rien d'autre à rajouter. Parfait. Non. Au plaisir que cet échange vous ait été utile et que vous ayez pu le suivre jusqu'au bout. Je voulais dire un grand merci à François-Xavier pour son accueil, pour avoir pris le temps de partager son expérience avec moi et d'avoir accepté aussi de vous la transmettre. Cet épisode est fini, mais on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures, des échanges, des connaissances et des rencontres.